En 1945, à l'initiative du commandant Philippe Taillet, la Marine nationale fonde le groupe de recherche sous-marine. Depuis la base navale de Toulon, le GRS se donne pour mission de participer activement aux opérations de déminage et de renflouement. Le travail ne manque pas, il faut recruter et former ceux qui vont constituer les premières unités de plongeurs démineurs. Les casques et semelles de plomb sont laissés au vestiaire, au profit des scaphandres autonomes et surtout du détendeur mis au point par l'ingénieur Émile Gagnant et l'officier commandant en second du GRS, Jacques-Yves Cousteau. La formation d'un plongeur démineur demande du temps, mais les besoins sont immédiats et les hommes du GRS sont fortement sollicités. Les plongées se multiplient et les plongées successives ne peuvent plus être évitées. Les plongeurs du GRS utilisent, une fois convertis dans le système métrique, les tables de l'US Navy basées sur 3 compartiments. Pour les plongées successives, ils appliquent la procédure imaginée par Haldane, consistant à ajouter les temps de plongée pour prendre en compte une seule et unique exposition à la profondeur maximale. Le lieutenant de vaisseau Jean Alina, admis au sein du GRS dès 1947, cherche à concevoir une procédure moins contraignante et donc plus compatible avec les objectifs opérationnels. La méthode Alina est logique. Le concept est publié en 1949 dans un manuel édité par la Marine nationale sous le titre « La plongée en scaphandre ». Le premier compartiment, qui possède la période la plus courte, n'a aucun intérêt pour la désaturation en surface. Soit il est directeur pour la seconde plongée, et il suffit de tenir compte de la pression résiduelle d'azote au début de l'immersion, soit c'est un compartiment plus long qui doit être pris en compte pour la décompression de cette seconde plongée. En revanche, selon certaines études récentes à l'époque, les tissus du corps humain qui désaturent lentement doivent être représentés par un compartiment de période plus longue. La moelle épinière notamment, impliquée dans certains accidents graves, possède une vitesse de dissolution correspondant à celle d'un compartiment d'une période de 120 minutes. Alina explique que ce compartiment 120 devient prépondérant dans le cas des plongées successives. Il commence par ajouter 3 colonnes à la table standard de la marine américaine, dans lesquelles sont indiqués des coefficients de plongée successives. Les 2 premiers coefficients, A et B, correspondent aux compartiments 40 et 75 minutes. La 3e colonne correspond à un coefficient noté C, qui représente la pression d'azote dans le compartiment 120. Prenons un exemple. Un scaphandrier doit réaliser un certain travail nécessitant plusieurs plongées. Il s'immerge une première fois à la profondeur de 30 mètres, où il reste pendant 30 minutes. La table indique pour la profondeur immédiatement supérieure et pour 30 minutes, un temps de décompression de 8 minutes à 3 mètres. Les coefficients de plongée successives, indiqués dans les colonnes ajoutées par le GRS, sont 2,2 bars pour A, 1,8 bars pour B et 1,5 pour C. Supposons que notre scaphandrier reste 30 minutes en surface avant de replonger à la même profondeur pour terminer son travail. Une première série de tableaux permet de déterminer l'azote résiduel dans chacun des 3 compartiments à la fin de l'intervalle de surface. La pression d'azote au début de la seconde plongée est représentée par 3 nouveaux coefficients notés A', B' et C'. Dans notre exemple, à la fin de l'intervalle, A' devient égal à 1,7 bar, B' atteint 1,6 bar et C' 1,4 bar. Pour la suite, Alina calcule, à la profondeur de la seconde plongée, le temps au bout duquel la pression d'azote des compartiments 40, 75 et 120 minutes serait égale à celle des coefficients A', B' et C'. Une dernière série de tableaux permet de déterminer ces temps pour chacun des compartiments en fonction des coefficients A', B' et C' et de la profondeur de la plongée successive. Toujours dans notre exemple, cette majoration est de 15 minutes pour le compartiment 40, de 23 minutes pour le compartiment 75 et de 24 minutes pour celui de période égale à 120 minutes. La durée réelle de la seconde plongée est majorée du plus long de ces 3 temps. Le manuel de 1949 indique que ces règles de plongée successive sont en cours de vérification expérimentale. Les auteurs précisent qu'ils ont jugé nécessaire de les publier, bien que leur forme soit imparfaite,
Parce qu'elles ont été établies de façon cohérente et sur des bases consacrées par l'expérience. Ils estiment que ces nouvelles règles amèneront à la solution complète de l'irritant problème des plongées successives. Les plongeurs du GRS vont utiliser intensivement cette procédure. L'année suivante, le GRS devient le groupe d'études et de recherche sous-marine. L'efficacité des interventions réalisées par les plongeurs démineurs amène la marine française à élargir les moyens du GERS. Les connaissances en matière de physiologie hyperbare, de toxicité des gaz et de traitement des accidents de décompression doivent être élargies. Le GERS va acquérir les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de ses personnels. En cas d'accident de décompression, la victime éventuelle est placée dès les premiers symptômes dans un caisson monoplace. Elle est ensuite transportée sans délai jusqu'à une chambre hyperbare multiplace équipée d'un sas permettant son transfert sous pression. L'utilisation opérationnelle des procédures en vigueur pour les plongées successives permet de tester leur validité. Une nouvelle version du manuel de plongée du GERS est publiée en 1955. Le titre est simplifié et devient tout simplement « La plongée ». Les auteurs indiquent que l'utilisation des tables de plongée successives a donné entière satisfaction, mais ils précisent qu'ils ont constaté que le compartiment le plus lent devient très rapidement prépondérant. Le calcul montre que les compartiments de période courte se désaturent très vite et ne sont plus du tout en cause 15 minutes après le retour en surface. Le GERS conserve la procédure établie par Haldane et consistant à ajouter les temps de plongée et à prendre la plus grande profondeur pour les intervalles inférieurs à 15 minutes. Pour les intervalles supérieurs, une nouvelle table est publiée. Elle ne comporte plus qu'un seul coefficient de plongée successive basé sur la charge d'azote du compartiment 120 minutes. La lettre C est conservée pour désigner ce coefficient. La table pour les plongées successives est présentée sous la forme d'une réglette cartonnée. Il suffit d'aligner la profondeur de la seconde plongée dans la fenêtre du coefficient C relevé après la première plongée et de lire la majoration en minutes indiquée en face de l'intervalle de surface. Le capitaine de corvette Jean Alina a inventé le concept du groupe de plongée successive. Cette méthode va rapidement devenir universelle. Prenons le temps de bien comprendre. Après une première plongée, intéressons-nous à la pression d'azote dans le compartiment 120. La table de plongée publiée par le GERS indique pour une profondeur de 30 mètres et un temps de plongée de 35 minutes, une pression d'azote de 1,6 bar à l'arrivée en surface. Fixons la durée de l'intervalle à 2 heures. Pour le compartiment 120, ces 2 heures ou 120 minutes représentent une seule et unique période. Au cours de cette période, le compartiment 120 va perdre 50% de la différence entre cette pression d'azote de 1,6 bar qu'il contient et celle présente dans nos poumons à la pression atmosphérique et qu'il atteindra après désaturation complète. Cette différence de pression est de 0,8 bar. Au bout d'une période, elle est réduite de 50%. Le compartiment 120 ne contient donc plus que 1,2 bar d'azote à la fin de l'intervalle. Supposons que la plongée suivante soit prévue à une profondeur de 30 mètres. La formule de Haldane nous permet de calculer le temps que notre compartiment 120 mettrait pour atteindre cette pression d'azote de 1,2 bar en partant de l'équilibre avec la pression atmosphérique. À une profondeur de 30 mètres, ce temps est égal à 20 minutes. Cette majoration est celle qui est indiquée sur la règle de plongée successive. Elle doit être ajoutée au temps de plongée réel avant de déterminer la décompression nécessaire pour la seconde plongée. Cette procédure revient à remplir artificiellement tous les compartiments dès le début de la seconde plongée à la pression d'azote qu'ils auraient atteint s'ils avaient été exposés à une profondeur de 30 mètres pendant 20 minutes. Elle permet de majorer la décompression de la plongée successive en évitant que celle-ci ne soit dirigée par un compartiment considéré comme totalement désaturé par le modèle théorique. La méthode Alina est si simple qu'elle en devient géniale.